Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « il faut juste le vouloir » ou alors « moi j'ai commencé de rien et je m'en suis sorti ». Oui, on a tous entendu ça au moins une fois dans notre vie. Et quelque part, on a peut-être même fini par y croire parce que ces gens existent. Ces histoires existent. Mais voilà ce qu'on ne dit jamais après cette phrase. Pour chaque personne qui s'en est sortie, combien sont restés coincés malgré tous leurs efforts, malgré leur courage, malgré leur intelligence. Aujourd'hui, on va parler de ça. Pas pour décourager qui que ce soit, non. Mais parce que comprendre vraiment quelque chose, c'est la seule façon de commencer à le changer. Je vais vous parler de quelqu'un. On va l'appeler Marie. Marie se lève à 6 heures du matin. Elle a 2 enfants. Elle travaille. Elle fait ce qu'elle peut. De l'extérieur, elle a l'air de quelqu'un qui gère. Mais dans sa tête, avant même que son réveil ne sonne, elle tourne en boucle. Est-ce que le chèque du loyer va passer? Est-ce que j'ai assez pour les courses de vendredi? Est-ce que la voiture va tenir encore ce mois-ci? Ce ne sont pas des pensées qui passent. Ce sont des pensées qui restent toute la journée en arrière-plan, comme une radio qu'on ne peut pas éteindre. Et ça, des chercheurs l'ont mesuré. Sendhil Mullainathan, économiste à Harvard, et Eldar Shafir, psychologue à Princeton, ont fait des études fascinantes sur ce sujet. Ils ont montré que quand on manque de quelque chose d'essentiel, de l'argent, de la sécurité, notre cerveau y consacre une énergie mentale énorme. Ils appellent ça le bandwidth tax. En gros, une taxe sur votre capacité à penser. Ce n'est pas que Marie est moins intelligente, c'est que son cerveau est occupé à gérer des urgences en permanence. Il lui reste moins de place pour tout le reste. Et cette fatigue-là, personne ne la voit, ni ses collègues, ni son patron, parfois même pas ses proches. On la voit fonctionner, alors on croit qu'elle va bien. Mais fonctionner et aller bien, ce n'est pas vraiment la même chose. Imaginez 2 enfants, même ville, même année, même école peut-être. Le premier, il grandit dans une famille stable. À table, les adultes parlent de leur travail, de leurs projets, de comment ils ont négocié une augmentation. Il entend, sans s'en rendre compte, comment fonctionne le monde. Il apprend que l'échec, ça ne tue pas, que si ça ne marche pas, on recommence. Le deuxième grandit dans l'instabilité. Il apprend d'autres choses, comme ne pas faire du bruit quand les adultes sont stressés, comment gérer l'urgence, comment survivre à aujourd'hui. Ces 2 enfants ne grandissent pas dans le même monde. Et pourtant, à 20 ans, on leur dira que les chances sont égales pour tout le monde. Le sociologue Pierre Bourdieu a passé sa vie à étudier ça. Il appelait ça le capital culturel. Toutes ces choses invisibles qui se transmettent en famille. La façon de parler, la façon de se tenir, la confiance naturelle dans certains espaces, la connaissance des codes sociaux. Ces choses ne s'achètent pas, elles se transmettent. Et quand elles n'ont pas été transmises, il faut les apprendre seules. Souvent même sans savoir qu'elles existent, sans même savoir ce qui vous manque. C'est un peu comme jouer à un jeu dont tout le monde connaît les règles, sauf vous. Et personne ne vous dit qu'il y a des règles. Il y a quelque chose que la pauvreté fait au cerveau, que très peu de gens savent. Elle rétrécit l'horizon. Pas parce que les gens qui vivent dans la précarité sont moins capables de voir loin. Pas du tout. Mais parce que leur cerveau, pour survivre, apprend à se concentrer sur maintenant, sur ce soir, sur cette semaine. C'est logique, c'est même brillant en fait.
Si vous n'êtes pas sûr de manger ce soir, penser à votre retraite n'a aucun sens. Mais voilà le piège. La plupart des chemins vers une vie meilleure demandent exactement l'inverse. Se former pendant des mois avant de voir un résultat, épargner petit à petit, attendre, investir du temps sur quelque chose qui ne paiera pas avant longtemps. Dans une étude publiée dans la revue Science en 2013, Mullainathan et Shafi ont montré que des agriculteurs indiens, avant la récolte, quand il manquait d'argent, avaient des résultats significativement plus bas à des tests cognitifs qu'après la récolte, quand ils avaient de l'argent. Les mêmes personnes, le même cerveau, des résultats différents selon leur situation financière. La précarité change littéralement la façon dont on pense. Et c'est là que le piège devient cruel. Les comportements qui vous aident à tenir aujourd'hui sont parfois exactement ceux qui rendent demain plus difficile. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la survie. Il y a quelque chose dont on ne parle presque jamais quand on parle de pauvreté. C'est la honte. Pas la honte d'avoir peu d'argent. Quelque chose de plus profond que ça. C'est ce sentiment d'entrer quelque part et de sentir qu'on n'est pas à sa place. D'ouvrir la bouche dans une réunion et d'avoir peur que ça s'entende. Que les gens devinent d'où on vient. Que quelque chose trahisse qu'on est différent. Brené Brown, chercheuse américaine qui a consacré des années à l'étude de la honte, dit quelque chose de très fort. La honte, c'est la conviction profonde qu'on est défectueux. Pas qu'on a fait quelque chose de mal, mais qu'on est quelque chose de mal. Et cette honte-là, elle s'installe tôt. Parfois dès l'école primaire, quand on n'a pas les mêmes affaires que les autres, quand on ne part pas en vacances, quand on sent le regard des autres changer. Elle crée une petite voix intérieure, une voix qui dit « Les gens comme toi ne font pas ça, reste à ta place ». Cette voix, elle peut être plus puissante que n'importe quel obstacle extérieur, parce qu'elle vient de l'intérieur. Parce qu'on ne la voit sur aucun formulaire, dans aucun dossier, mais elle est là, tous les matins. Puis, il y a quelque chose qui a tout rendu encore plus difficile ces dernières années, les réseaux sociaux. Avant, vous vous comparez à vos voisins, à votre famille, à quelques dizaines de personnes autour de vous. C'était déjà parfois difficile. Maintenant, vous vous comparez au monde entier et pas au monde tel qu'il est vraiment, au monde tel qu'il se montre. Les voyages en business class, l'appart fait à neuf, le j'ai quitté mon CDI pour suivre ma passion et je ne regrette rien, le business lancé en 6 mois depuis son salon. Tout ça est réel pour certains, mais tout ça est aussi mis en scène, filtré, optimisé. Des chercheurs de l'université de Copenhague ont fait une étude simple. Ils ont demandé à un groupe de personnes de faire une pause d'une semaine sur Facebook. À la fin de la semaine, ce groupe rapportait des niveaux de satisfaction de vie significativement plus élevés que ceux qui avaient continué à l'utiliser normalement. Une semaine! Imaginez l'effet sur quelqu'un qui vit une vraie précarité depuis des années et qui scrolle chaque soir des images de réussite. Ce n'est pas qu'il manque d'ambition, c'est que la distance entre ce qu'il vit et ce qu'il voit semble tellement grande qu'à un moment, ça arrête de sembler possible. Et quand quelque chose ne semble plus possible, on arrête d'y croire. Et quand on arrête d'y croire, on arrête d'essayer. Alors, quelle est la chose la plus dangereuse dans la pauvreté? Vous pensez peut-être au manque d'argent, au manque d'opportunités, à la discrimination. Tout ça est réel, tout ça compte. Mais la chose la plus dangereuse, c'est un certain type d'espoir, l'espoir passif. Celui qui dit « ça va s'arranger, les choses vont changer, mon heure viendra ». Cet espoir-là a l'air d'une force, mais il peut devenir une anesthésie. Il permet de tenir sans agir.
d'attendre sans chercher, de rêver sans construire. Et il est nourri par toutes les histoires qu'on nous raconte. Il est parti de rien et il a tout réussi. Ces histoires sont vraies, mais elles créent aussi une illusion dangereuse que ça arrive, que ça peut arriver, que si vous attendez bien, peut-être que ça vous arrivera à vous aussi. La psychologue Carol Dweck, connue pour ses travaux sur le growth mindset, dit quelque chose d'important. Espérer ne suffit pas. Ce qui change les choses, c'est d'associer cet espoir à des actions concrètes, petites, réalistes, aujourd'hui, pas dans un an, aujourd'hui. L'espoir qui sauve, c'est celui qui dit « Voilà ce que je peux faire maintenant avec ce que j'ai là où je suis. » Alors oui, il y a des gens qui s'en sortent et ça mérite qu'on s'y arrête vraiment. Pas pour dire si eux ont pu, tout le monde peut, mais pour comprendre ce qui a rendu ça possible. Parce que quand on regarde de près ces trajectoires, il y a presque toujours quelque chose en commun. Il y a eu au moins une personne, un professeur qui a dit « Toi, tu as quelque chose », un voisin qui a ouvert une porte, un mentor qui a pris le temps, quelqu'un qui les a regardés autrement qu'à travers leur situation. Ce détail-là, il revient dans presque tous les témoignages. Dans le livre Educated de Tara Westover, une femme qui a grandi sans école, sans accès aux soins, dans une famille à l'écart du monde et qui a fini par obtenir un doctorat à Cambridge. Elle parle d'un professeur qui, le premier, l'a traité comme quelqu'un qui avait sa place dans une salle de classe. Ce moment a tout changé. La deuxième chose qu'on retrouve souvent, elles ont appris à séparer qui elles sont de la situation dans laquelle elles se trouvent. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est une vraie protection psychologique. Ne pas dire « je suis pauvre »,« je traverse une période difficile ». L'un parle de votre identité, l'autre parle de votre situation. Et enfin, elles ont eu accès à des espaces de transition, des endroits où les règles étaient un peu différentes. Une association, une formation, une communauté, un endroit où elles pouvaient pratiquer une autre façon d'exister, une sécurité sans jugement. Ce ne sont pas des super-héros, ce sont des gens qui ont eu, au bon moment, les bonnes ressources. Et ça devrait nous interroger collectivement sur ce qu'on met en place pour que ces ressources soient accessibles à tous, pas seulement à ceux qui ont eu la chance de tomber sur la bonne personne au bon moment. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je veux vous dire quelque chose. Si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai décrit, dans cette fatigue, dans cette honte, dans ce sentiment d'être coincé malgré vos efforts, je veux que vous entendiez ça clairement. Ce n'est pas dans votre tête. Ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas votre faute. La pauvreté n'est pas un défaut de caractère. C'est un système. Un ensemble de conditions qui agissent sur vous de façon que vous ne voyez pas toujours, que personne ne vous a expliqué et que beaucoup de gens autour de vous ne comprennent pas non plus. Et si vous regardez cette vidéo depuis un endroit confortable, j'espère sincèrement qu'elle change un peu la façon dont vous regardez ceux qui n'y arrivent pas. Parce que derrière chaque personne qui semble coincée, il y a presque toujours une histoire beaucoup plus complexe que ce que le regard extérieur peut voir. La première étape pour changer quelque chose, c'est toujours de comprendre vraiment ce qu'on regarde. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Si cette vidéo a résonné en vous, partagez-la. Parce que ces conversations ont besoin d'exister. Et plus on est nombreux à les avoir, plus les choses ont une chance de changer.